Boum! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal, ou le pire, pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact.
De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour 2 raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf! Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur 2 jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf, cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. De grands troupeaux de dinosaures courent dans la forêt. La température augmente rapidement et tout ce qui se trouve derrière eux commence à prendre feu. Certains dinosaures se retrouvent coincés dans des marécages et ne peuvent en sortir. Des ptérodactyles volent au-dessus de leur tête alors qu'ils tentent d'éviter la déflagration qui va bientôt recouvrir la Terre. Cet événement s'est produit il y a environ 66 millions d'années. Il a anéanti presque tous les êtres vivants sur Terre. Les oiseaux et les dinosaures volants sont les seuls à avoir survécu à la plus grande extinction de tous les temps. Et ne me reproche rien, je n'étais pas là à l'époque. Descendons le long de l'arbre de l'évolution pour voir le premier oiseau du monde, l'Archéoptérix. Il avait la taille d'un corbeau de notre époque, mais ressemblait à un petit dinosaure avec des plumes. Il avait de nombreuses petites dents coniques, presque comme les alligators. C'est parce que l'Archéoptérix était plus proche des reptiles que des oiseaux. Cependant, son cerveau était 3 fois plus grand que celui de ces reptiles. Bien qu'il ait eu des ailes avec des plumes, il pouvait difficilement voler comme les oiseaux modernes. Les articulations de ses épaules ne lui permettaient pas de soulever ses ailes au-dessus de son dos. Donc, il ne pouvait pas faire un battement d'ailes complet. Le plus probable est qu'Archéoptérix était capable de vol plané avec de petits battements d'ailes. L'évolution a ensuite mené à des espèces plus évoluées, capables de voler complètement. Les ptérodactyles. Ces animaux n'avaient pas de plumes, mais des membranes faites de peau et de muscles.
L'envergure de leurs ailes était à peu près de la longueur d'une jambe humaine. Ils pouvaient voler parfaitement et attraper des poissons et des petits animaux. Bien que les dinosaures qui volaient pouvaient facilement distancer les prédateurs terrestres, comme les vélociraptors et les T-Rex, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à l'impact d'une météorite géante. Examinons cet événement étape par étape pour voir comment ils sont arrivés à notre époque. 10 minutes avant le choc de la météorite. Un énorme rocher de la taille de l'île de Manhattan se déplace vers la Terre dans l'espace. Il pèse 460 trillions de tonnes. C'est comme 3 trillions de baleines bleues, les mammifères les plus lourds qui aient jamais vécu sur Terre. Et il s'approche de notre planète à 19 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait traverser l'océan Atlantique en seulement 4,5 minutes. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse à laquelle nos vaisseaux spatiaux modernes peuvent voler. 5 secondes avant le crash de la météorite. Oh, ça devient tendu. La force gravitationnelle de la Terre continue d'attirer cette météorite géante. Elle fait un trou dans notre atmosphère et crée un bruit sec si fort que l'on peut l'entendre de l'autre côté de la Terre. Tous les animaux de notre planète se réveillent en panique. Ils lèvent la tête et voient un énorme rocher qui commence à brûler dans l'air. De plus petits fragments commencent à se détacher de la météorite principale. Ce feu est si brillant qu'il éclaire presque comme le soleil. Les dinosaures volants et autres ancêtres des oiseaux modernes sont les premiers à sentir le danger. Ils se dirigent vers le ciel et essaient de s'éloigner le plus possible du lieu de l'impact pour sauver leur vie. Le moment de l'impact. La masse colossale et la vitesse de la météorite lui confèrent une énorme quantité d'énergie. Dès qu'elle touche la Terre, elle provoque une explosion de 150 trillions de tonnes de TNT. L'onde de choc arrache littéralement des morceaux de notre planète et les projette en l'air. Un énorme mur d'énergie commence à se déplacer du point d'impact dans toutes les directions. Il arrache les arbres avec leurs racines et les pousse au sol comme des dominos. L'onde de choc entoure complètement notre planète. Cette énergie se transforme en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du site de l'impact commence à s'enflammer. Les jungles vertes et les arbres se transforment en charbons ardents en quelques secondes. Le sol et les rochers s'évaporent tout simplement. La collision a provoqué un énorme tremblement de terre. Certains dinosaures sont peut-être tombés dans les fissures apparues dans le sol. Un fort tremblement de terre a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building. Les dinosaures qui n'étaient pas piégés dans les forêts en feu ont été emportés par les énormes vagues. Les dinosaures d'Amérique du Nord tentent de s'échapper en courant vers le nord. Mais le raz-de-marée les rattrape inévitablement. Les dinosaures volants n'ont aucun problème avec les tremblements de terre ou les tsunamis. Ils volent assez haut pour éviter les vagues géantes, mais ils devront faire face à la chute continue de débris de météorites. 5 minutes après le crash de la météorite, une pluie de météorites composée de fragments de rochers géants continue de tomber sur la Terre. Certaines météorites ont la taille d'une voiture, d'autres ressemblent plutôt à un grand bâtiment. Des cendres et de la poussière s'élèvent dans l'air. Leur température est si élevée qu'elles fondent et se transforment en lave liquide, puis retombent sur Terre, provoquant de nouveaux incendies. Les pluies de météores posent également des problèmes aux dinosaures volants. Ils doivent manœuvrer et esquiver les roches chauffées à blanc qui tombent. Les températures élevées sont un énorme problème pour eux, car elles peuvent leur faire perdre leurs plumes. Et sans plumes, ils ne sont pas capables de voler. 10 heures après le crash de la météorite. Pendant tout ce temps, les dinosaures n'ont cessé de courir vers le nord. Ils se sont retrouvés dans un territoire inconnu avec de nombreux marécages. Les dinosaures géants, comme les T-Rex, ont des jambes aussi longues que la taille d'un humain adulte. Ils ont une chance de passer à travers ce terrain, mais s'ils tombaient, ils ne pourraient jamais se relever. Les dinosaures plus petits, comme le Triceratops, avaient des jambes courtes, et eux ne pouvaient pas traverser ces marécages denses. 1 mois après le crash de la météorite, 15 trillions de tonnes de cendres ont été éjectées dans notre atmosphère. Un nuage géant a bloqué le soleil et la Terre a été plongée dans l'obscurité totale. Les plantes survivantes n'ont pas pu se nourrir de l'énergie du soleil et ont cessé de produire de l'oxygène. Les dinosaures qui ont survécu peuvent à peine respirer à cause du manque d'air et de la grande quantité de poussière. Le manque de soleil dans le ciel a fait disparaître le phytoplancton. De nombreux animaux marins se sont retrouvés sans leur seule ressource de nourriture. La poussière et les cendres dans l'atmosphère empêchent notre planète de recevoir la chaleur du soleil et la température commence à baisser. L'endroit où est tombée la météorite était riche en soufre. Cet acide toxique s'est évaporé au moment de l'impact et a formé des nuages. Il y a maintenant des pluies acides sur la Terre. Les dinosaures volants doivent maintenant se cacher de ces pluies. Ils doivent rester dans des grottes et ne peuvent pas sortir pour trouver de la nourriture. Jusqu'à présent, un grand nombre de dinosaures terrestres et volants ont survécu. Ils sortent pour voir les conséquences de la catastrophe.
Le site de l'impact se trouve dans l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Le cratère de Chicxulub est situé ici. Il fait environ 150 km de large, comme la moitié de tout le lac Michigan, et il est profond de 19 km. Tu pourrais y plonger tout le mont Everest, et il resterait 10 km d'espace disponible. Ce n'est pas l'impact lui-même qui a fait disparaître les dinosaures, mais la faim. Le feu a détruit la plupart des plantes que les dinosaures herbivores mangeaient. Sans nourriture, leur nombre a diminué rapidement. Les dinosaures prédateurs n'avaient rien à manger non plus. Les pluies acides et la disparition du phytoplancton ont menacé toute la vie marine. Même si les oiseaux étaient parvenus à éviter le souffle de l'explosion et le tsunami, ils manquaient eux aussi de nourriture. Environ 80% des oiseaux n'ont pas survécu à l'extinction. Le problème est que toutes les forêts de la Terre ont été détruites. Or, la plupart des oiseaux nichent et vivent dans les arbres. En outre, les forêts étaient toujours pleines de nourriture, de toutes sortes de fourmis et de termites, aux insectes volants et aux petites souris. Seules les espèces qui vivaient sur le sol et pouvaient voler ont donc survécu. Il est très probable qu'elles se nourrissaient des graines des petites plantes survivantes. Cette habitude a fait que les dinosaures volants ont perdu leurs dents au cours de l'évolution. Au lieu d'avoir des mâchoires avec un tas de dents pointues, ils ont obtenu de longs becs pour attraper de minuscules graines sur le sol. Même si la Terre semble alors être un endroit terrible pour vivre, les oiseaux ont connu un boom évolutif. Ils ont dû parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Leurs ailes sont devenues plus fortes, ils se sentent également à l'abri des prédateurs qui les considéraient auparavant comme de la nourriture. Aucun T-Rex ne peut plus désormais surprendre un oiseau en plein sommeil. Environ 1000 ans après la collision, les premières forêts denses sont réapparues. Cela a donné un autre grand coup de pouce à l'évolution. 1 million d'années plus tard, des forêts pleines de nourriture sont peuplées par les ancêtres des oiseaux-souris actuels. Et 65 millions d'années plus tard, à l'époque moderne, nous avons environ 10 000 espèces d'oiseaux. Pigeons, corbeaux, aigles et faucons, même les pingouins, ce sont tous des descendants des dinosaures. Mais il y a eu d'autres survivants, certains ancêtres des aliens. Tu es en train de cueillir des légumes dans le jardin quand tu tombes sur quelque chose de gros et rond. Il est recouvert de terre. En le déterrant, tu découvres que c'est un œuf géant plus gros que celui d'une autruche. Mais tu n'as pas de poule ni de canard, et même si tu en avais, aucun de ces animaux ne pourrait pondre un œuf de cette taille. Tu le ramasses, il semble réel. Tu emmènes l'œuf à l'intérieur et tu lui construis une couveuse. Quelques jours passent, mais rien ne se passe. Tu continues ta vie et tu oublies l'existence de l'œuf. Tu as travaillé dans ton jardin toute la journée. Tout ce que tu veux maintenant, c'est entrer dans une baignoire remplie d'eau chaude, puis dîner. Pendant que tu manges, tu entends du bruit provenant de la pièce où se trouve la couveuse. Tu l'ignores, pensant qu'il s'agit simplement de quelques souris qui gambadent. Mais le bruit s'intensifie. Tu t'y rends et tu vois la coquille de l'œuf craquer. Quelques minutes plus tard, quelque chose commence à sortir en rampant. Tu attrapes ton téléphone et tu commences immédiatement à filmer. Un minuscule reptile sort de l'œuf, maintenant brisé, et commence à examiner son environnement. Tu es choqué. Tu places ton téléphone sur une plateforme spéciale pour continuer à filmer la créature. Pendant ce temps, tu prends ton ordinateur portable et commences à chercher de quel animal il peut s'agir. La créature n'a pas le museau d'un alligator. Elle ne ressemble pas non plus à un dragon de Komodo. Tu retournes à ton dîner et tu donnes au reptile des restes de pain de viande. Il engloutit la nourriture en un clin d'œil. Le lendemain, tu construis un petit terrarium pour garder un œil sur ton nouvel animal. Au cours des semaines suivantes, tu enregistres chaque seconde de sa vie. Tu appelles le reptile Buster. La créature a déjà atteint la taille d'un chien. Elle court vite et saute assez haut aussi. Tu penses qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce de reptile. Mais il ne rampe pas comme un alligator ou un lézard. Ton animal a 2 bras minuscules et 2 grandes jambes. Ses mâchoires sont massives pour un animal de sa taille. Le reptile a aussi des dents acérées comme des rasoirs. Ton ami vient pour regarder un film. À un moment donné, ton reptile court dans le salon et commence à mordre les meubles. Ton ami panique et commence à crier « Dinosaure !» Tu le calmes et emmènes le dino dans le garage. Tu expliques à ton pote comment tu as trouvé l'animal. Il te dit de contacter quelqu'un pour l'examiner. Le lendemain, tu emmènes Buster chez le vétérinaire et tu t'installes dans la salle d'attente. Tu gardes ton animal dans une cage pour que personne ne puisse le voir. Mais le dino commence à grogner d'une manière étrange. De nombreuses personnes attrapent leur animal et s'éloignent de toi. C'est finalement ton tour. Tu emmènes Buster et le montres au vétérinaire. L'homme a l'air choqué. Il pose la créature sur une table d'examen en métal et commence à regarder attentivement ses traits.
dents et griffes acérées, peau écailleuse. Le vétérinaire te dit que tu as élevé un T-Rex pendant 3 semaines. Il fait appel à d'autres spécialistes pour examiner l'animal. L'instant d'après, tu es dans un laboratoire avec un groupe de scientifiques qui étudie Buster. Tu es assis là, anxieux, pendant qu'ils collectent des échantillons d'ADN. Ils te demandent même les vidéos que tu as enregistrées. Après quelques heures, ils reviennent et te disent que tu as bel et bien un dinosaure. Ils vont devoir garder Buster au laboratoire pour mener d'autres études. Tu rentres donc chez toi, te sentant un peu seul. Quelques années passent. Tu as maintenant un diplôme de paléontologie spécialisé dans les T-Rex. Tu travailles au laboratoire et tu surveilles Buster qui s'est transformé en un dino adulte. Tu enseignes également à l'université et tu as publié un livre intitulé « Mon T-Rex Buster ». C'est devenu un best-seller. Un jour, en revenant de l'université, tu allumes la télévision. C'est alors que tu entends les dernières actualités. Une grande créature s'est échappée d'un laboratoire en dehors de la ville. Elle est maintenant en liberté. Il montre plusieurs images des empreintes de la bête qui mènent à la forêt. Tu reçois un appel du labo. Ils te demandent de t'y rendre aussi vite que possible. Les chercheurs t'expliquent ce qui s'est passé et te demandent de les accompagner dans la forêt pour retrouver le dino. Tu enfiles une combinaison de protection spéciale et montes dans une Jeep. Après quelques heures, tu arrives à l'endroit où Buster a été vu pour la dernière fois. Tu descends et tu essaies de suivre ses empreintes. Mais la pluie a presque entièrement effacé les traces laissées par la créature. Les scientifiques vérifient le dispositif de suivi placé sous la peau du dinosaure, mais il ne fonctionne pas. Ils apportent de la nourriture que Buster aime pour essayer de la tirer dehors. Plusieurs heures passent et toujours rien. Il fait déjà nuit quand tu entends un grondement au loin. Tout le monde se réveille en sursaut. Les gens autour de toi sont en alerte. Tu te caches et tu attends. Une grande ombre de la taille d'un bus scolaire apparaît dans l'obscurité. Un T-Rex adulte peut atteindre 12 mètres de long et 3,5 mètres de haut. Le lézard géant s'approche de la viande et la renifle. Après quelques instants, il s'enfuit. Tout le monde sort de sa cachette et essaie de suivre l'animal. La viande contient une substance spéciale. Elle était censée endormir le dino. Ainsi, il n'y aurait pas de problème pour le ramener au laboratoire. Mais le dino était assez intelligent pour sentir quelque chose de suspect. Malgré sa taille, le T-Rex est assez lent. Il peut se déplacer à une vitesse de seulement 19 km/h et ne peut même pas dépasser un humain. Mais Buster réussit à traverser un fleuve agité et disparaît dans la forêt sombre. Personne n'a été préparé à surmonter un tel obstacle. Toute l'équipe fait donc un détour par les montagnes. C'est une ascension difficile pour tous ceux qui portent l'équipement nécessaire pour attraper le T-Rex. Du haut de la montagne, on peut voir presque toute la forêt. Au loin, la cime des arbres tremble. Le reptile géant se dirige vers le nord. Tout le monde essaie d'atteindre l'autre côté de la montagne aussi vite que possible. Mais un des membres de l'équipe glisse et tombe. Heureusement qu'une corde de sécurité la retient en place. Tu tires la femme jusqu'au chemin. Vous continuez à marcher jusqu'à ce que vous atteigniez une grotte. Tout le monde met son casque avec sa lampe de poche et entre à l'intérieur. Plus on s'enfonce dans la grotte, plus elle devient petite. Il faut donc ramper pour passer. Les rochers sont pointus et il y a de l'eau partout. C'est facile de se perdre ici. La grotte commence à trembler. Tout le monde se précipite pour passer par la partie la plus étroite. Vous arrivez enfin à sortir de la grotte. C'est là que vous découvrez que la grotte tremblait à cause du T-Rex. Il piétinait autour de la montagne. Il repère ton groupe et commence à courir vers toi. Les gens paniquent et se précipitent dans la grotte. Le T-Rex rattrape ton équipe et essaie d'attraper quelqu'un. Mais à ce moment-là, tout le monde est déjà en sécurité à l'intérieur de la grotte. Soudain tu cries « Buster !» Étonnamment, cela semble calmer la créature. Tu sors, même si tout le monde essaie de te retenir. Tu sors et tu fais face à l'énorme créature. Elle te regarde fixement. Tu t'approches lentement en essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Quelqu'un à l'intérieur de la grotte halète. Cela fait sursauter Buster. Il commence à se débattre et à rugir. Mais tu es toujours là, à essayer de calmer l'animal. Finalement, il devient plus calme et s'approche. Tu mets ta main sur sa tête, tu la caresses. Après quelques secondes, quelqu'un à l'intérieur de la grotte marche sur une brindille et celle-ci craque. Le T-Rex sursaute et s'enfuit. Tu es furieux. Maintenant, il faut le traquer à nouveau. Après avoir passé de nombreuses heures supplémentaires dans la forêt, le soleil commence à se lever. Tout le monde est épuisé et sur le point de s'évanouir. Tu décides d'en rester là et de rentrer chez toi. Mais dès que ton équipe se rassemble près des jeeps, tu reçois une notification indiquant qu'un T-Rex géant est entré dans la ville.
Un hélicoptère vient vous chercher, toi et les autres membres de l'équipe. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, alors plusieurs personnes restent derrière en attendant le prochain hélicoptère. Le T-Rex traverse la ville. Les gens dans les rues sont en panique et prennent leurs jambes à leur cou. Des dizaines de journalistes filment l'incident. Beaucoup de gens le postent sur les réseaux sociaux. Le dino entre dans le centre commercial et détruit tout ce qu'il voit. Ton hélicoptère atterrit et tu en descends essayant de trouver un moyen de calmer la créature. Tu te précipites dans le centre commercial, mais le T-Rex s'est déjà enfui de l'autre côté du bâtiment et a réussi à s'échapper. Tu le suis. Mais soudain, tu reçois un appel disant que les membres de l'équipe restés dans la forêt ont repéré ton T-Rex. Tu peux même voir les images de l'animal en direct. Cela signifie qu'il y a 2 reptiles géants en liberté. On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes. C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement 2 substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée? Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Falls. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil au crépuscule qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle, à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels.
Leur nom vient du latin aspero qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf. Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus. La météorisation et l'érosion. Des sédiments plus mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation. Ces rayures rouges, jaunes et grises sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain. En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé. Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rock, et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rock encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres,
qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère. Des centaines d'espèces de dinosaures ont un jour parcouru notre planète, et les chercheurs en bâtissent un nouveau type environ toutes les 2 semaines. Il n'est donc pas très juste de s'en tenir toujours aux tyrannosaures, stégosaures, spinosaures et autres sommités. Ils ont eu leur chance de briller dans les films et ailleurs. Partons plutôt maintenant découvrir des dinosaures dont personne ne parle jamais. Le premier sur notre liste est le Torosaurus. Une chose singulière à propos de ce dinosaure est qu'il avait certainement l'un des plus grands crânes jamais découverts. Il devait cette taille imposante à de cette crête partant de l'arrière du crâne de l'animal et couvrant son cou. La crête n'était pas là pour sa protection. Elle était probablement juste là pour le faire un peu remarquer. L'os dans la crête était d'ailleurs mince et constellé de trous. Comme tu peux le voir, il est très similaire au Triceratops. Il existe toujours un débat pour savoir si ces deux-là étaient de la même espèce. Mais de plus en plus d'études démontrent qu'ils étaient plutôt semblables à des cousins. Ils étaient probablement de taille comparable, mais le Torosaurus avait une tête plus longue, avec de grandes ouvertures, ainsi que des os de collerette plus longs, avec une rainure sur le dessus. Il avait aussi davantage de paires de cornes à l'arrière de sa collerette. Certains considèrent le Torosaurus comme le reptile taureau, et ils étaient des herbivores qui vivaient probablement en groupe. Les 2 dinosaures ont coexisté approximativement à la même époque. Mais d'une manière ou d'une autre, le Torosaurus a terminé du côté moins populaire de la famille. Cantrosaurus était un petit stégosaure. C'est l'un des dinosaures les moins câlins de tous les temps. Et ses longues pointes effilées semblent avoir été un assez bon mécanisme de défense. Le stégosaure, en revanche, avait des pointes plus courtes et plus épaisses, qui étaient moins susceptibles de se tordre ou de se rompre lorsque l'animal s'en servait. Tu ne voudrais probablement pas t'approcher du Cantrosaurus, cependant. Sa queue pourrait se balancer dans un grand demi-cercle et frapper avec une force suffisante pour briser un crâne humain. Un scientifique a utilisé des scanners des fossiles du dinosaure pour créer un modèle informatique de son squelette. Ce modèle a démontré que le Cantrosaurus avait un cou flexible. Il devait être particulièrement utile pour regarder autour de lui, afin de voir si quelque chose d'intéressant se passait ou s'il y avait des prédateurs dangereux qui essayaient de s'approcher en douce. Le Cantrosaurus se déplaçait généralement sur ses 4 pattes avec des pattes arrière droites. Le modèle informatique nous révèle qu'il pouvait aussi écarter ses pattes avant sur les côtés. Peut-être était-ce une manière de protéger son ventre pendant les combats. Les stégosaures, en général, avaient des queues semblables à de gros poids à l'arrière de leur corps. C'est pourquoi leur centre d'équilibre était plus proche de leurs hanches. C'est aussi la raison pour laquelle ils pouvaient facilement se tenir sur leurs pattes arrière et balancer leur queue. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'Heterodontosaurus, même si ces fossiles ont montré que le dinosaure présentait des plumes bien plus tôt que nous ne le pensions et dans un groupe où nous ne nous y attendions pas. En 2008, des paléontologues ont identifié le premier crâne connu d'un bébé Heterodontosaurus, qui mesurait moins de 5 cm de long, soit plus petit qu'un sachet de thé. Ce bébé dinosaure avait des yeux relativement grands et un museau court comparé à ce plus grand de son espèce. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que certains scientifiques pensaient que les défenses de l'Heterodontosaurus, comme celles des phacochères modernes, n'apparaissaient que lorsqu'ils étaient totalement adultes. Mais il semble qu'ils en avaient dès les premières étapes de leur vie. Les hétérodontosaures avaient sur chaque main 5 doigts, dont 2 étaient opposables. C'était un excellent outil, étant donné que l'animal consommait probablement à la fois des plantes et de la viande. Les humains ont différents types de dents, certaines pour croquer, d'autres pour mastiquer, et aussi des canines. Mais la plupart des reptiles n'ont qu'un seul type de dents. L'Heterodontosaurus était particulier en cela qu'il avait 3 différents types de dents. De petites dents en forme de cône, de grandes dents ressemblant à des canines, et des dents carrées qui faisaient le travail de découpe. Les scientifiques ne sont pas tout à fait certains de comment cette créature utilisait ces différents types de dents. Peut-être était-ce pour déterrer des racines, briser des nids de termites, ou même se défendre contre des animaux dangereux. D'accord, répète ce nom 5 fois très vite maintenant. Psittacosaurus. C'était un dinosaure assez commun à son époque, mais il n'a jamais vraiment gagné en popularité. Les paléontologues ont découvert que quand ces dinosaures étaient ils rampaient, probablement,
eu égard au fait qu'ils avaient des bras plus longs et des jambes trapues. Mais avec l'âge, entre 4 et 6 ans, leurs pattes arrière commençaient à pousser beaucoup plus vite et devenant ainsi beaucoup plus longues que leurs pattes avant. Donc, plus tard dans la vie, ils ne se déplaçaient probablement plus à 4 pattes, mais marchèrent sur 2 jambes. Dans l'estomac de l'une de ces créatures, le Psittacosaurus gobiensis, les scientifiques ont retrouvé des cailloux. Cela montre que l'animal avait soit du mal à digérer ce qu'il mangeait, soit qu'il ne mastiquait pas très bien sa nourriture. Son bec semble assez familier. C'est ainsi qu'il a obtenu son surnom spécifique de lézard perroquet. Il était vraiment robuste, et certains pensaient que la créature l'utilisait pour briser des noix et des graines coriaces, avant que les cailloux dans son estomac n'aident à les écraser pour la digestion. Ces dinosaures auraient pu être de bons nageurs. Ils avaient de larges pieds, et la forme de leur queue aurait pu les aider à se déplacer dans l'eau avec une relative facilité. Certains scientifiques pensent même qu'ils auraient pu passer la majeure partie de leur temps à nager dans les lacs et les rivières. En 2004, les chercheurs ont découvert quelque chose de vraiment bouleversant. 24 jeunes lézards perroquets blottis ensemble. Ils étaient trop grands pour avoir été des nouveau-nés. Il pourrait donc s'agir d'un groupe de juvéniles qui avaient quitté leur nid pour former leur propre groupe, où ils pouvaient s'épauler mutuellement afin de mieux se protéger. Mais apparemment, ce plan n'a pas très bien fonctionné. Regarde plutôt celui-ci, Stygimoloch, ou, comme on le surnomme aussi parfois, le démon du Styx. On parle ici d'une créature herbivore et paisible avec des épines et des bosses osseuses sur le crâne. La plupart des scientifiques pensent qu'il s'agissait d'une forme plus jeune de ce dinosaure, le Pachycephalosaurus, quoiqu'ils aient pu croire auparavant qu'il s'agissait d'espèces distinctes. Le Stygimoloch est plus trapu que son cousin plus populaire, mais il est aussi plus robuste et présente un cou assez épais. C'était un dinosaure avec de petits membres antérieurs et de longs membres postérieurs d'une hauteur d'1 mètre, c'est-à-dire environ la moitié de la taille d'un humain adulte. Cela ne semble pas bien dangereux dans un monde de dinosaures géants et féroces, mais l'animal avait un crâne très épais. Peut-être que ce n'était pas son meilleur outil pour se défendre, mais il l'aidait probablement à combattre des rivaux de sa propre espèce. Ceux-ci échangeaient probablement des coups de tête bien virils pour remporter le cœur de leur dulcinée. Mais les rivaux de son propre troupeau étaient une partie de plaisir comparé aux prédateurs qui auraient pu s'en prendre à lui. Après tout, ce dino a vécu à la même époque que notre bon vieux tyrannosaure. Quand quelqu'un te demande d'imaginer un dinosaure, le Suchosaurus serait probablement la dernière chose qui te viendrait à l'esprit. Il ressemble à ce qui se passerait si on avait assemblé des morceaux d'animaux au petit bonheur la chance, afin de faire croire aux gens qu'un tel animal a autrefois parcouru la Terre. Mais en réalité, c'est un dinosaure pourvu de grandes griffes acérées sur ses membres antérieurs, d'un corps massif et d'un long cou se terminant par une petite tête. Ne te laisse pas effrayer par ces griffes. Cependant, ces créatures ne s'intéressèrent pas à autres animaux, car elles étaient herbivores. Mais elles pouvaient le protéger des intrus et des prédateurs. Le nom scientifique complet de cette créature évoque un reptile géant ressemblant à un paresseux et le territoire de Suzhou en Chine, d'où il est originaire. Il était aussi grand et lourd qu'une voiture ordinaire. Cet animal était l'un des plus grands et des plus anciens membres de la famille des Therizinosaures, qui vivaient environ il y a 115 millions d'années. Et non, je n'étais pas encore là à l'époque. Au début, il était difficile de déterminer quels animaux. Des petites bestioles aux créatures colossales, tous les animaux tentent d'échapper à un mur de feu qui se déplace dans leur direction. La température augmente et tout ce qui se trouve autour commence à s'embraser. Bientôt, beaucoup d'animaux et de plantes sur Terre cesseront d'exister. Ce sont les conséquences de l'écrasement d'un astéroïde géant sur notre planète. Mais si les dinosaures avaient eu un certain esprit d'analyse, ils auraient pu deviner ce qui allait se passer. Car cet astéroïde était visible 1 an avant l'impact. Sans les lumières des villes, tous les points lumineux dans le ciel sont des étoiles. Certains d'entre eux sont des planètes qui reflètent la lumière provenant du Soleil, comme Mars. Mais l'un de ces points est un astéroïde. Plus tard, il sera connu sous le nom d'impacteur Chicxulub. Il tire son nom de la région de l'actuel Mexique où il est tombé.
Bref, à ce stade, l'astéroïde ressemble à une étoile. Il a la même luminosité que Neptune. Tu aurais même pu le photographier avec un appareil de haute résolution. Si seulement les dinosaures avaient eu des pouces. L'impacteur traverse maintenant l'orbite de Jupiter. À cette distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle, un mois avant l'impact. L'astéroïde est devenu beaucoup plus brillant. C'est maintenant le point le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. L'astéroïde croise l'orbite de Mars. Sa queue, composée de poussière et de gaz, est de plus en plus longue. Elle est maintenant aussi longue que 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Une semaine avant l'impact. La queue de l'intrus fait maintenant 5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais les dinosaures ne peuvent pas apprécier sa beauté. Pour eux, c'est juste un autre point brillant dans le ciel nocturne. Si cet astéroïde se dirigeait vers la Terre en ce moment, les scientifiques pourraient localiser l'endroit exact de son impact à 1 km près. Nous pourrions alors évacuer les gens de la zone et éviter une catastrophe majeure. Un jour avant l'impact, l'impacteur Chicxulub occupe désormais la première place parmi les objets les plus lumineux du ciel. La lumière qui l'entoure, appelée halo, semble encore plus grande que la Lune elle-même. L'astéroïde croise maintenant l'orbite de la Lune. Il ressemble à un point lumineux qui laisse une traînée cendrée derrière lui. 1 heure avant l'impact. La lumière de l'impacteur Chicxulub est plus brillante que la pleine lune, et son mouvement peut être perçu à l'œil nu. Les nuits sur Terre ne sont plus sombres. Ce n'est que maintenant que les dinosaures commencent à être inquiets. Tous les animaux de la Terre commencent à chercher un abri. 10 minutes avant l'impact. L'astéroïde entre maintenant dans l'orbite de la Terre. Des milliers de petits fragments de sa queue commencent à tomber sur la planète. Cela ressemble à une pluie de météorites. Jusqu'à présent, ces fragments sont trop petits. Ils se consument tous dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la planète. L'astéroïde s'approche de l'Amérique du Sud. Si quelqu'un le regardait depuis l'Europe, il ressemblerait à un coucher de soleil. Le point lumineux de l'impacteur Chicxulub passe derrière l'horizon. 2 minutes avant l'impact. Les dinosaures peuvent maintenant facilement voir la forme de l'astéroïde. S'ils savaient comment faire, ils pourraient même estimer sa taille. Il fait un peu plus de 10 km de diamètre, ce qui signifie qu'il a presque la taille de l'île de Manhattan. Et le poids du géant est de 7 billions de tonnes. Il vole vers la péninsule du Yucatan à une vitesse ahurissante de 12 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais aller de New York à Los Angeles en 10 minutes environ, mais tu prendrais feu en chemin. 10 secondes avant l'impact. L'impacteur Chicxulub s'approche maintenant du sol. Encore quelques mètres et... bam! Le ciel nocturne devient soudainement blanc. L'éclair est si brillant que le soleil n'est plus visible à ce moment-là. L'entrée de l'astéroïde provoque une puissante déflagration qui peut être entendue à l'autre bout du monde. L'énorme astéroïde commence à brûler à cause de la friction avec l'air. Il se réchauffe et se divise en plusieurs morceaux. Ces morceaux tombent en pluie sur la Terre. Après quelques secondes, la plus grande partie de la météorite frappe le sol. Sa masse et sa vitesse fournissent à l'impacteur de Chicxulub une énorme quantité d'énergie. L'instant d'après, une explosion surpuissante secoue le sol. L'onde de choc de la météorite commence à se propager à partir du lieu de l'impact. Elle arrache d'énormes morceaux de terre et d'arbres, puis les pousse au sol comme des dominos. La température de l'onde de choc est si élevée que tout ce qui se trouve autour du point d'impact s'enflamme. L'énergie libérée lors de la collision pénètre aussi profondément dans la planète. Cela provoque les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la Terre. Ils génèrent à leur tour des vagues de tsunami aussi hautes que l'Empire State Building. 5 minutes après l'impact. La météorite laisse derrière elle un énorme cratère. Il est aussi large que le lac Huron et assez profond pour contenir 2 Everest et demi. Les dinosaures courent partout en panique. Ils essaient de fuir vers l'Amérique du Nord, mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas à traverser les territoires marécageux inconnus. Un autre danger est la pluie de météorites en cours. Des centaines de tonnes de cendres et de débris s'élèvent dans les airs. Chauffés à des températures très élevées, ils retombent sur Terre sous forme de lave liquide. Les cendres et la fumée emplissent l'atmosphère et bloquent les rayons du soleil. La Terre plonge dans l'obscurité. Pendant plusieurs semaines encore, notre planète est totalement sombre. Des pluies acides retombent sur sa surface sans discontinuer. Il y avait beaucoup de soufre dans les dépôts souterrains de la péninsule du Yucatan. L'énergie de l'explosion a évaporé tout ce soufre. Désormais, il se refroidit dans l'air, s'accumule dans les nuages et dégouline sur le sol. La plupart des animaux survivent à l'impact, mais l'extinction de masse se poursuit pendant encore de nombreux mois. La collision a plongé la Terre dans l'obscurité, et cela a anéanti la plupart des plantes qui se nourrissaient de la lumière du soleil.
Les dinosaures herbivores ont perdu leur principale source d'alimentation et commencent à disparaître. Mais ces herbivores sont le principal régime alimentaire des dinosaures carnivores. Et maintenant, les dinosaures comme le T-Rex n'ont plus rien à manger. Bientôt, ils s'éteignent aussi. En d'autres termes, ce n'est pas une météorite qui a anéanti les dinosaures, mais la famine et le changement climatique. Les météorites de cette taille tombent une fois tous les 100 millions d'années. Cela signifie qu'un tel événement pourrait se reproduire. Les humains parviendraient-ils à survivre à cette catastrophe ? De nos jours, nous pouvons regarder loin dans l'espace, et l'apparition d'un astéroïde de la taille de l'impacteur Chicxulub ne serait pas une surprise pour les astronomes. En général, les astéroïdes qui font plus de 140 mètres de diamètre sont considérés comme potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, si nous sommes informés de l'approche d'un corps spatial, nous pourrons construire des abris remplis de réserves de nourriture et d'eau. Une fois que l'astéroïde sera suffisamment proche, nous pourrons attendre l'impact et ses conséquences à l'intérieur. Mais lorsque les gens reviendront à la surface, ils verront des villes et des villages démolis. Notre planète ressemblera à un désert sans vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution qui consiste à empêcher l'impact. Là, nous avons plusieurs options, selon la taille et le matériau de l'astéroïde. Selon la NASA, le moyen le plus efficace est un bélier cinétique. Nous devrons envoyer un objet assez grand et lourd, comme un vaisseau spatial, dans l'espace. Lorsqu'il s'approchera de l'astéroïde, les scientifiques choisiront la trajectoire parfaite et le vaisseau s'écrasera contre le corps spatial. La puissante collision modifiera la trajectoire de l'astéroïde, le faisant passer devant la Terre. Plus ce corps spatial sera éloigné de notre planète, plus il sera facile de le dévier. Une autre option est une explosion contrôlée à la surface de l'astéroïde. La première loi du mouvement de Newton va nous aider ici. Elle stipule que si un corps se déplace à une vitesse constante en ligne droite, il continuera à se déplacer de cette façon à moins qu'une force ne s'exerce sur lui. Donc, si nous provoquons une explosion ou imprimons une force assez importante, l'astéroïde changera de trajectoire. La mesure dans laquelle il se déplacera dépendra de la quantité de force qui lui est appliquée. Nous pouvons aussi faire exploser l'astéroïde de l'intérieur. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier sa trajectoire. Au lieu de cela, nous essaierons de transformer un énorme morceau de roche en un tas de fragments plus petits. Ils se consumeront dans l'atmosphère et ne feront aucun mal à notre planète. Une autre façon est d'utiliser la gravité. Chaque objet lourd a sa propre force gravitationnelle et son propre champ gravitationnel. Notre objectif sera d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde et de le faire voler près de l'intrus. L'astéroïde attirera le vaisseau spatial, mais ses moteurs résisteront. Par conséquent, le vaisseau attirera lentement mais sûrement l'astéroïde vers lui. Cette méthode prendra beaucoup plus de temps, mais progressivement, la trajectoire de l'astéroïde changera et il ne s'écrasera pas sur la Terre. En tout cas, on peut l'espérer. Nous pourrions aussi utiliser l'énergie solaire. Nous pouvons construire. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre et a déclenché l'extinction massive de presque toutes les créatures vivantes de la planète, y compris les dinosaures. Si l'objet spatial s'était écrasé ailleurs, certains dinosaures auraient pu survivre et vivraient encore de nos jours. Selon certaines recherches, l'astéroïde avait environ une chance sur 10 d'anéantir les dinosaures et les autres animaux de l'époque. Il était bien plus probable que l'astéroïde s'écrase sur le sol sans qu'il y ait de conséquences destructrices majeures. Pour comprendre comment les choses auraient pu se passer si la collision avait eu lieu ailleurs, nous devons découvrir ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi la catastrophe a été si dévastatrice. Cet énorme rocher spatial est tombé sur la zone côtière de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a déclenché des catastrophes naturelles dans le monde entier. L'endroit où l'astéroïde est tombé s'appelle le cratère de Chicxulub. Aujourd'hui, la moitié de cette zone est sous l'eau. L'astéroïde avait un diamètre d'environ 12,1 km et se déplaçait à une vitesse de 43 443 km/h. Ce rocher, plus gros que l'Everest, se dirigeait vers la Terre à une vitesse près de 40 fois supérieure à celle du son. Waouh! L'énergie libérée lors de la collision a été aussi puissante que l'explosion d'environ 10 milliards de bombes atomiques. Et la force destructrice de l'onde de choc n'était qu'une des nombreuses catastrophes. L'astéroïde est tombé dans l'un des pires endroits possibles. Et à cause de la façon dont il est tombé, il a projeté une énorme quantité de poussière dans l'air. Imagine que tu sautes dans l'eau comme un athlète professionnel à la verticale et que tu produises très peu d'éclaboussures. Et maintenant, pense à la quantité d'eau qui éclabousse lorsque tu sautes dans la piscine comme un boulet de canon.
Donc l'astéroïde a atterri comme un boulet de canon. La deuxième catastrophe provoquée par l'astéroïde est la combustion de la suie. Une petite partie de la surface de la Terre est constituée de roches. Seul un infime pourcentage de cette partie était riche en pétrole et en soufre à l'époque. L'astéroïde a brûlé et soulevé tant de suie dans l'air qu'il y aurait de quoi remplir un stade de baseball couvert. Selon les recherches, il y a 65 millions d'années, seuls 13% de la surface de toute la planète aurait pu contenir la quantité de matière organique nécessaire pour supporter la formation d'un tel volume de suie. C'est pourquoi cet endroit est considéré comme le pire. Si la catastrophe s'était produite sur les 87% restants, les dinosaures seraient encore en vie aujourd'hui. Un énorme nuage de suie et de dioxyde de carbone s'est élevé dans l'air et a recouvert le Soleil. La suie a rendu le ciel gris et a partiellement bloqué la lumière du Soleil. Cela a entraîné une chute rapide des températures sur presque toute la planète. On aurait dit que la Terre était plongée dans un voile gris. De nombreuses plantes et animaux n'ont pas pu survivre à la vague de froid. Les arbres ont commencé à se dessécher à cause du manque de soleil. Le processus de photosynthèse a été perturbé. Le froid et le dépérissement des arbres ont entraîné une autre catastrophe, la famine mondiale. Les herbivores ont été incapables de survivre car ils avaient perdu presque toute leur nourriture. Les plantes, les fleurs et les arbres n'ont pas réussi à survivre à la catastrophe. Ces destructions se sont propagées bien au-delà du site d'impact de l'astéroïde. Des particules de poussière chaude, des morceaux d'astéroïdes et de petits morceaux de roches se sont déposés au sol sur tout le continent et ont provoqué des feux de forêt à grande échelle. Les arbres en feu ont projeté encore plus de suie dans l'air, ce qui a encore aggravé la situation. L'énorme astéroïde a apporté de l'espace des métaux lourds avec des niveaux de toxicité très élevés. La fonte de ces substances lors de la collision a provoqué des tempêtes de feu. L'astéroïde n'a pas seulement touché des terres continentales, mais aussi les eaux, ce qui a déclenché un énorme tsunami. Mais ce n'est pas le pire. Le fond de la mer était rempli de sulfate, et lorsque l'énergie de l'astéroïde l'a brûlé, cela a provoqué la libération d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Le nuage d'acide s'est mélangé à un nuage de suie et a commencé à se répandre dans le ciel. Des particules de roches brûlantes sont tombées sur le sol comme une pluie de feu. Une pluie acide a commencé à cause du soufre. Elle a duré plusieurs jours et n'a laissé aucune chance aux animaux de survivre. Les pluies acides ont empoisonné l'eau des rivières, des lacs et des mers. L'acide a détruit tout ce qui ne pouvait pas brûler. Une partie des nuages est allée détruire la Terre et l'autre partie, l'océan. La situation s'est encore aggravée quand les gouttelettes de soufre ont anéanti une grande quantité d'algues et de phytoplancton. L'océan génère près de la moitié des réserves d'oxygène de notre planète. À cette époque, les créatures marines qui vivaient dans ces parties supérieures ont été détruites. Ce n'est pas l'onde de choc, mais le manque de soleil, l'acide, l'obscurité et le froid qui sont en fait les principales raisons de l'extinction des dinosaures. Mais même lorsque certains lézards ont échappé au feu et au soufre, ils ont alors rencontré les déchaînements marins. L'impact de l'astéroïde a provoqué des tsunamis à grande échelle sur toute la planète. La toute première vague avait une hauteur d'environ 1,6 km. C'est presque 3 fois plus que l'Empire State Building. Des milliards de litres d'eau se sont déplacés à une vitesse de 145 km/h. Une vague aussi puissante pourrait facilement détruire la moitié de New York aujourd'hui. La météorite a créé une série de vagues de 15,8 mètres de haut. De gigantesques murs d'eau de la taille d'immeubles de 5 étages se sont fracassés sur la côte et ont tout démoli sur leur passage. Le manque de lumière du soleil, la baisse de température, les pluies acides et incendiaires, la réduction de la production d'oxygène, les feux de forêt, les tsunamis géants et la vague explosive de la puissance d'1 milliard de bombes atomiques, tout cela a réduit la diversité biologique de la Terre de 75%. Oui, ça bouleverse le climat, c'est sûr. Des astéroïdes géants avaient déjà frappé la Terre auparavant, mais ils n'ont jamais provoqué de telles catastrophes sur toute la planète. Et si cet astéroïde était tombé dans un autre endroit, disons une forêt, loin de l'eau et des terrains montagneux? Cela aurait provoqué de graves incendies. Un énorme nuage noir de cendres se serait élevé dans le ciel et aurait masqué le soleil, mais il n'aurait probablement pas généré de pluies acides ou de pluies de feu. La plupart des espèces de la planète auraient pu survivre à cette catastrophe. Et si la météorite était tombée quelque part au milieu de la glace et de la neige? Cela aurait provoqué une augmentation rapide de la température sur toute la planète. D'énormes tsunamis auraient submergé de grandes étendues de terre. Cependant, les cendres et le dioxyde de soufre n'auraient pas rempli le ciel. Les pluies acides n'auraient pas touché l'océan.
de nombreuses créatures marines auraient pu survivre et vivre jusqu'à ce jour. Et les dinosaures vivant loin des océans n'auraient pas du tout remarqué la chute de la météorite. Les événements les plus terribles se seraient probablement produits si une météorite était tombée sur un volcan en activité. Cela aurait déclenché la plus grande libération de lave de l'histoire. Des tremblements de terre destructeurs auraient commencé et le ciel entier aurait été recouvert de cendres volcaniques. Et si la météorite avait frappé un désert, elle aurait fait fondre des milliards de tonnes de sable et les aurait transformés en verre. Imagine des dunes de verre qui réchauffent encore plus notre planète. Et nous pourrions déterrer les restes bien préservés d'anciens lézards dans le verre. Bref, il existait de nombreux scénarios catastrophiques possibles, et le pire d'entre eux s'est réalisé pour les dinosaures. Il est peu probable qu'ils reviennent un jour, mais peut-être peuvent-ils renaître. Des scientifiques se sont inspirés d'une idée tirée d'un célèbre film hollywoodien. Ils voulaient trouver un moustique qui se serait retrouvé coincé dans de l'ambre. Ils en auraient extrait l'ADN de dinosaures. Mais cela pose un problème. Le plus ancien échantillon d'ADN qu'ils ont réussi à trouver avait 1 million d'années. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. En outre, l'ADN est une chose très fragile. La probabilité qu'ils aient pu être conservés intacts quelque part pendant si longtemps est très faible. Ainsi, au lieu de rechercher l'ADN de cet ancien dinosaure, les scientifiques ont décidé de prélever l'ADN des plus proches ancêtres de ces lézards, les oiseaux. Au cours de millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures auraient pu se transformer en ailes et les bouches allongées en bec. Les pélicans sont très semblables aux ptérodactyles, les autruches ressemblent aux vélociraptors et les poulets ressemblent beaucoup aux T-Rex. Bon, arrêtons-nous un instant et imaginons un poulet de la taille d'un T-Rex. Salut toi, tu veux un morceau de moi? Un poulet ordinaire est considéré comme le plus proche parent de l'énorme lézard. Enlève-lui le plumage, recouvre-le d'écailles, donne-lui une bouche dentée au lieu d'un bec et attache-lui une longue queue. Et tu obtiens un véritable mini tyrannosaure par sa structure corporelle et ses mouvements. Au plus profond de son ADN, on trouve des gènes similaires à ceux que possédaient de redoutables prédateurs. Avec l'aide du génie biologique, les scientifiques prévoient de jouer avec son ADN et d'essayer